Bonsoir et merci d'être fidèle au programme de ITV 19h45, le journal à la une de l'actualité. Dagana, Richard Toll est environ sous la menace d'une pénurie alimentaire. Les cultures risicoles sont dévorées par des oiseaux granivores, encore appelés cléa. Plus de 40 000 hectares sont touchés et la direction de la protection de végétaux n'a pas les moyens d'intervenir. Coronavirus au Sénégal, le bilan de la gestion de la riposte est satisfaisant. Les mots du ministre de la Santé devant le jury du dimanche, Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré que le Sénégal est loin d'être afflé par la crise sanitaire. Les détails tout à l'heure. Et enfin, une célébration dans ce journal, la journée mondiale sans tabac ce dimanche 31 mai. Un fléau planétaire qui s'ajoute à la pandémie actuelle. Cheikh Hassan Fall nous fera l'état des lieux. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Le coronavirus accentue les risques de pénurie alimentaire. Dans la vallée du fleuve Sénégal, des oiseaux granivores, encore appelés cléa, sont en train de dévaster plus de 40 000 hectares de riz emblavé. 22 milliards de francs CFA sont en jeu. Le cri du cœur du président du comité interprofessionnel du riz, Ousseynou Ndiaye, joint tout à l'heure par Alassane Samba Diop. On est confronté à un problème de lutte aviaire. Aujourd'hui, on a fait une production record de 49 500 hectares sur un objectif de 50 000 hectares. On peut dire qu'on a pratiquement atteint les objectifs. Donc, on a fait une production record. Mais aujourd'hui, on est très inquiet parce qu'on fait face à une pression aviaire très intense. Et aujourd'hui, tout est remis en cause parce qu'on est très inquiet, parce qu'on risque de regarder vraiment impuissant la production qui serait dévorée par les oiseaux cléa. On est obligé de recourir à la Mauritanie pour bénéficier de leurs avions qui pourraient faire les traitements aériens. Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour vous aider à lutter contre ce péril aviaire? Jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a des difficultés vraiment énormes parce que depuis le mois de janvier, on parle d'une rupture de produit, du produit Saint-Jean, mais à cause des coupes budgétaires du ministère des Finances, la commande de produits a été pratiquement annulée. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, pour ne pas rester vraiment les mains croisées, les précautions avec la compagnie agricole, Médis Sénégal, pour faire une commande urgente de 1000 litres de produits Saint-Jean pour les oiseaux. Malheureusement, on a été impacté par le coronavirus et on attend peut-être le produit vers la fin du mois, vers le 5 ou le 6 juin. Le Sénégal a demandé de l'aide à la Mauritanie puisque la direction de la protection de végétaux n'a pas les produits qu'il faut pour lutter efficacement contre l'invasion de ces oiseaux. De plus, la DPV déclare que ces avions sont cloués au sol depuis 13 ans. Son directeur, Dr Émile Victor Colli, que voici. Depuis 3 ans, nous collaborons avec la Mauritanie dans le cadre de la gestion des oiseaux granivores et d'autres ennemis de culture. Mais c'est vrai que depuis 10 jours, il y a une forte recrudescence d'oiseaux granivores dans la vallée. Mais il y a des choses qui ont été faites parce que depuis janvier, la DPV est sur le terrain pour faire de la surveillance. Mais ils disent que vous n'avez pas les produits pour traiter les oiseaux parce qu'il y a une coupure au niveau du budget, au niveau du ministère. Bon, pour le produit, nous avons des produits, mais ce qu'il devait dire, c'est que nous n'avons pas le meilleur produit. Ça, je suis d'accord. Parce qu'en fait, le Saint-Jean, aujourd'hui, dans le monde, c'est le meilleur produit. Malheureusement, il y a eu une rupture de production. Parce qu'en fait, c'est en Chine que c'est produit depuis quelques années et il y a eu une rupture. Mais il insiste en disant que c'est la Mauritanie qui vous prête des avions, que le Sénégal n'a pas d'avions pour faire le travail. Non, le Sénégal, depuis maintenant 13 ans, ces avions sont cloués au sol. Ils sont en panne. Nous avons tenté par 3 fois de les faire réparer. 2015, 2016, 2017. Sans succès. Toutes les procédures ont été passées, mais sans succès. Comme vous savez, le Sénégal est régi par le Code des marchés.
Donc, il y a des procédures. Si ça n'aboutit pas, on est obligé de reprendre. Mais je pense qu'avec la Mauritanie, il y a une possibilité, parce que c'est un pays frère, mais aussi il y a le protocole d'accord qui nous lie. C'est l'invité de cette édition. Le jury du dimanche a reçu ce matin le ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr a livré un regard global sur l'évolution de la pandémie au Sénégal, allant de la gestion de la crise en passant par la reprise des cours prévus mardi, aux embrouilles supposées avec le professeur Moussa Seydi. Abdoulaye Diouf Sarr déballe tout. Synthèse de l'émission avec Cheikh Hassan Affal. Abdoulaye Diouf Sarr le sait. La bataille est loin de connaître son épilogue. Mais pour autant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale ne cache pas son satisfecit par rapport à la mise en œuvre du plan de lutte près de 3 mois après l'apparition du virus. Le 2 mars, nous avions effectivement le premier cas, notre fameux premier cas, parce que c'était un cas importé. Et immédiatement, nous avons vu que du jour au lendemain, ça a évolué, mais ça a évolué lentement. Et après, on booste un tout petit peu, l'environnement de l'épidémie s'installe et on voit la croissance augmenter. On a vu quand même que très rapidement, les mesures prises par le chef de l'État, de manière très courageuse, ont réglé un certain nombre de problèmes. Le bilan de la riposte est un bilan, somme toute, jusqu'à ce jour-là, nous sommes dans une riposte maîtrisée. En première ligne face au coronavirus, le professeur Moussa Seydi. Y aurait-il un brouillard entre les deux hommes? La réponse du ministre est sans équivoque. Il n'y a jamais eu de bruit. Non, on n'est pas effectivement dans ce type de rapport, nous ne sommes pas dans ce type de relation dans le cadre de la gestion de cette crise. Je crois qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Je vous dis simplement non. Je n'ai jamais demandé au professeur d'arrêter quoi que ce soit. Nous avons les meilleurs rapports. Malgré la multiplication des cas, le Sénégal n'est pas désarmé face à la pandémie, assure Abdoulaye Diouf Sarr. Et les acteurs de l'éducation ne le seront pas non plus le 2 juin prochain à l'occasion de la reprise des classes d'examen. Je suis effectivement tout à fait en mesure de vous dire que toutes les dispositions sont prises en termes donc de sécurité à l'entrée des écoles, en termes de dispositions dans les classes, en termes de port de masque, en termes, j'allais dire, d'emploi du temps pour nous permettre véritablement de mettre nos apprenants dans les meilleures conditions de sécurité. J'en donne l'assurance, le ministre de l'Éducation nationale en donne l'assurance pour ce qui le concerne, moi j'en donne l'assurance pour les questions sanitaires et le gouvernement de manière globale fera tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Devant le jury du dimanche, Abdoulaye Diouf Sarr a réaffirmé la position du Sénégal, celle de maintenir et de poursuivre son traitement de la Covid-19 avec l'hydroxychloroquine. Cheikh Hassan Affal, le bilan du jour fait état de 110 nouvelles contaminations au coronavirus. Le bulletin fait également état de 1801 patients déclarés guéris. Le même nombre est toujours sous traitement. Tout de suite, les précisions du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloïse Waly Diouf. Sur 1024 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 98 cas contacts suivis par nos services. 12 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Grand Yoff, 4 cas communautaires. Guédiawaye, 2 cas communautaires. Yoff, 1 cas communautaire, Diamaguène 1 cas communautaire, Yarah 1 cas communautaire, Ouakam 1 cas communautaire et Touba 2 cas communautaires. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À 48 heures de la reprise des cours pour les classes d'examen, le gouverneur de Dakar a sillonné les écoles de Guédiawaye pour s'enquérir des réaménagements. Notre correspondant Mamadou Lamine Fati a suivi la délégation pour nous. Ce sont 12 heures pour mobiliser la communauté autour de la lutte contre la pandémie. Le gouverneur de la région de Dakar relève ce pari.
avant l'ouverture des classes. Je crois qu'ici, plus que dans les autres départements, les populations doivent respecter les barrières communautaires, doivent se mobiliser et doivent aider les autorités à les aider. En quoi faisant? Eh bien, en tout simplement respectant les recommandations du personnel de santé. Préparant la réouverture des classes, le maire de Wakena Nimzat appelle la population à renforcer les mesures barrières. Il y a vraiment ce qui relève de l'individu. Il y a ce qui relève des parents d'élèves. Il y a ce qui relève de la famille. Il ne faut pas dire que ça n'a pas marché parce que l'État n'a pas fait ceci ou la mairie a failli. Non, parce qu'on a vu les enfants aller jouer. On a vu les enfants aller à la boutique avec des masques. Donc, il faudrait qu'on comprenne que même plus tard, si la situation devait perdurer, on devrait considérer le masque comme un moyen de protection, donc comme un médicament. Pour Ndiarem du Mamoulaye, le seul gage pour lutter contre la pandémie est faire une bonne réouverture des classes. C'est l'implication de tous. Si on continue à leur expliquer la pandémie et aujourd'hui la vitesse de propagation, et je pense qu'ils vont finir effectivement par accepter. Mais ce qui est évident, on ne peut pas convaincre tout le monde. La gestion de cette pandémie-là nous offre une véritable opportunité, une véritable occasion, effectivement, pour changer les comportements à tout point de vue. D'abord à titre personnel et d'abord également dans nos relations collectives. Combiner réouverture des classes et lutte contre la pandémie de Covid-19, des défis que veulent relever les autorités locales comme centrales pour avoir zéro contamination dans les écoles. Et le lycée Lamine Gueye, confronté à un problème qui dépasse le cadre académique. Dans cet établissement, d'autres communautés cohabitent avec les élèves. Et cela fait près de 17 ans que ces familles vivent là-bas. Et aujourd'hui, avec la reprise des cours dans un contexte de pandémie, les responsables du lycée Lamine Gueye ont exprimé plusieurs inquiétudes, notamment liées au respect des mesures d'hygiène. Ce matin, une équipe de ITV s'est rendue là-bas. Reportage Abdulrahman Sidignan. Nous sommes au lycée Lamine Gueye, un lycée qui bénéficie d'un coup de balai du personnel pour recevoir près de 274 élèves en classe de terminale le 2 juin prochain. Des voix nous poussent à détourner notre regard. Et c'est une maison de fortune que nous voyons au sein de ce lycée de Dakar, très connu. Un fait que le proviseur a dénoncé lors d'une remise de matériel émanant du ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique. Et pourtant, des personnes y vivent depuis près de 17 ans. Il y a une personne âgée du nom de Mohamed Kamara qui a facilité notre installation ici au sein du lycée. Et rien n'a changé depuis. J'ai trouvé cet endroit comme il est aujourd'hui. Et depuis que nous vivons ici, nous n'avons eu aucun problème. Je suis commerçant ici, j'ai ma petite boutique. Cette maison abrite les 2 épouses de Seyfoulaye Ba, leurs enfants, mais également Mohamed Ba de temps à autre. Ils vendent du café dans ce lycée. Il explique son intégration dans cet établissement par une œuvre divine. Je pense que c'est Dieu qui m'a ordonné de venir ici. C'est ce qui explique ma présence et ma chance se trouve dans cet endroit. Au début, je ne savais pas quoi faire comme travail. Ensuite, je me suis lancé dans la vente de café et je me suis installé devant l'école, où je ne vis pas vraiment, mais je passe juste la nuit de temps à autre. J'ai mon propre appartement à Tcharoy. De temps en temps, Il lui est aujourd'hui interdit de poursuivre ses activités commerciales au sein de cet établissement scolaire dans la tranche de 9h à 14h. Ils nous ont dit que tant que les élèves seront là, nous n'aurons plus le droit de vendre ici. Donc nous comptons nous plier à cette décision, car vous n'êtes pas sans savoir que la santé est primordiale pour l'homme. Des locataires du lycée qui comptent également maintenir confinés leurs enfants pour qu'ils ne soient pas en contact avec les élèves, ceci pour leur sécurité et celle des élèves. Abdulrahman dit autre chose. Ce dimanche 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est responsable de plus de 8 millions de morts par an dans le monde. Cheikh Hassan Affal nous fait le point sur ce fléau planétaire qui s'ajoute à la pandémie actuelle. Dans le monde, le tabagisme tue près de 8 millions de personnes par an, dont plus de 6 millions de fumeurs et ex-fumeurs et plus de 890 000 personnes exposées au tabagisme passif, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sorti en 2018.
Le tabac a provoqué 100 millions de décès au XXe siècle et il entraînera jusqu'à 1 milliard au XXIe siècle si la tendance actuelle se poursuit. Plus de 80% de ces décès évitables seront enregistrés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le tabac tue prématurément la moitié de ceux qui en consomment. La mortalité prématurée par tabagisme fait perdre 18 à 20 années de vie. Un décès d'adulte sur 10 est lié au tabac. Le tabagisme est ainsi responsable d'un mort tous les 6 secondes. Le plus souvent, les décès dus au tabagisme sont précédés de maladies longues et pénibles et de traitements médicaux ou chirurgicaux. Fumer péjore la santé respiratoire et cardiovasculaire, ce qui peut augmenter le risque de complications lors d'une infection au Covid-19. Une étude chinoise sur 1099 personnes tend à montrer que les fumeurs infectés par le coronavirus ont plus de risques de contracter des formes graves de la maladie et de voir leur état de santé se dégrader. Pour sa première édition, le concours de récital de Coran Tartila, initié par le groupe Media Invest, a récompensé ses lauréats. Touba a accueilli la cérémonie de remise de prix. Le vainqueur a reçu un chèque de 2 500 000 francs CFA. Goranaklo, Tchernofay, compte rendu. Ils ont été tous primés. Ce sont les vainqueurs du concours de récital de Coran. Ces lauréats de Tartila montrent leur satisfaction au bon déroulement du concours initié par le groupe Media Invest. Cela montre que ITV réserve une place importante à la religion. C'est pourquoi Media Invest a mobilisé toutes ses forces pour satisfaire le monde musulman durant tout le mois béni du Ramadan marqué par une crise sanitaire. Je magnifie également l'engagement et la volonté d'ITV à booster l'apprentissage du Coran. Venu remettre les lots aux gagnants du concours, Imam Birampoui revient sur les motivations de cette initiative. Nous avons initié une émission, ce qu'on appelle un talk show, qui se nomme Iftar. On avait pensé créer un concours en ligne. Et le principe, on va régler deux problèmes. Le premier problème, les gens vont réciter le Coran partout dans le monde. Donc on aura réglé le problème de l'existence, en tout cas du récital du Coran, au niveau de tous les médias. Deuxièmement, tout le monde pourra participer, notamment les Serindara, les Nongodara, ce qu'on appelle les maîtres coraniques et les élèves, tout le monde. Et d'ailleurs, la fourchette d'âge, c'est de 7 ans à 77 ans. C'est pourquoi c'est une idée originale et les gens nous ont suivis. Une turbine pour l'imam d'annoncer d'autres perspectives pour booster davantage la bonne démarche du groupe E-Media qui n'œuvre que pour réunir le monde musulman. La perspective, c'est de mieux communiquer, de mieux organiser ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes volontés qui ont envie de participer. Déjà, nous remercions aux gens qui nous font confiance. Et d'ailleurs, au commencement, on n'avait pas fixé le prix parce qu'on n'avait pas encore de prix. Parce qu'on l'a créé comme ça. Au fil et à mesure, les gens étaient intéressés. Et au final, on a reçu ce montant qu'on a distribué aux lauréats. Plus de 400 personnes ont participé à la première édition du concours de récital de Coran en ligne, d'où la remise d'un chèque de 2 000. Et enfin, la note sport de ce journal nous plonge dans des souvenirs 2002, lorsque tout le Sénégal vibrait au rythme de la Coupe du Monde Corée-Japon. Le 31 mai, le Sénégal battait la France en match d'ouverture. 18 ans après, ces moments de fortes émotions font toujours la fierté de tout un peuple. Le film retracé par Pape Malik Diaw. 18 ans déjà, l'équipe nationale du Sénégal de football disputait son tout premier match en Coupe du Monde et cerise sur le gâteau, elle affrontait l'équipe de France. Une équipe à l'époque qui était l'une des meilleures nations, si ce n'était la meilleure, championne du monde et championne d'Europe en titre, avec dans ses rangs des joueurs de classe mondiale, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Youri Djorkaeff ou encore Patrice Vieira, pour ne citer que. Une équipe amenée à l'époque par un certain Roger Lemaire. En face, le petit poussé du groupe A avec l'Uruguay et le Danemark avec dans ses rangs un seul nom qui s'est démarqué, Elhadji Ousseynou Diouf, qui évoluait encore au Racing Club de Lens en France. Le 31 mai 2002, une date inoubliable pour tout un peuple puisque cet après-midi-là,
devant exactement 64 640 spectateurs au Seoul World Cup Stadium, le Sénégal battait la France sur la marque d'1-0. Un but marqué à la demi-heure de jeu par Pape Bouba Diop le 31 mai 2002 est non seulement la date du premier match des Lions du Sénégal en Coupe du Monde, la victoire sur l'ogre français, mais c'était aussi la date de démarrage d'un long parcours mondial. En effet, après cette victoire au 1 but partout, ensuite, devant l'Uruguay, 3 buts partout, ce qui les propulsait d'ailleurs huitième de finale, qu'ils vont d'ailleurs survoler en éliminant la Suède de Zlatan Ibrahimovic 2-1 avec un but en or signé Henri Camara. C'est en quart de finale, malheureusement, que l'épopée prend fin face à la Turquie avec ce but en or de Ilan Mansiv sur une passe de Umit Davala. 18 ans après, l'équipe a bien évidemment tourné et changé de cycle avec des générations qui ont peaufiné l'histoire du football sénégalais. Entre-temps, les Lions ont fait 9 participations en CAN, dont 2 quarts de finale 2006 et 2017, une finale perdue en 2019 et une nouvelle participation en Coupe du Monde en 2018. Premier au classement africain depuis 2016 et actuellement à sa meilleure position au classement mondial, à la 20e place. Corée-Japon 2002, ce voyage dans le monde asiatique reste jusqu'à présent la meilleure performance des Lions du Sénégal en football. Merci beaucoup, Pape Malick Diop, pour ces beaux souvenirs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie et bonne suite des programmes sur ITV.